Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre politique de cinéaste a été d'en parler sans jamais en faire. Après des films où vous racontiez un passé encore très présent, vous êtes de retour sur les écrans avec un tableau du futur inspiré par un peintre de légende. Bonjour Pierre Scholler. Bonjour Jacques. Alors on est la veille de la sortie d'un film Rembrandt qu'on va évoquer tout à l'heure, votre nouveau film. Mais vous avez un parcours de cinéaste assez varié et assez étonnant. Et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter ce parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée ne vous concerne pas directement, mais elle a une importance dans votre vie. C'est un film qui est sorti le 17 avril 1958. Écoutez. Le 7e saut. C'est un film qui, je crois, a été très important dans votre parcours. Oui, il est important, comme à peu près tous les films de Bergman. J'habitais dans ma jeunesse en face d'une maison de la culture qui s'appelle Les Gémeaux à Sceaux. Et du coup, assez tôt, c'est-à-dire en sortie de l'enfance, au début de l'adolescence, je suis allé voir des films. Et c'est vrai que tous ces films que j'ai vus avant de me mettre dans cette obsession de faire du cinéma, d'en faire un métier, d'y consacrer ma vie, ils ont tous été marquants. Et Bergman est très marquant, mais je pourrais aussi citer Mizoguchi, je pourrais citer Dreyer. C'est pas des petits. Hein, Et le premier film que j'ai vu, c'est Oscar avec Louis de Funès, oui. au cinéma Regina à Bourg-la-Reine. Et figurez-vous que l'ouvreuse était la mère d'Alain Delon. Incroyable, ça. Voilà. Et Oscar est un film important qui était une pièce de théâtre au départ, qui a été créée par Belmondo, pas par De Funès, et qui est devenu un film classique. Voilà. Alors, dans les fans de Bergman, il y a un autre fan très important, c'est Woody Allen. Je ne sais pas si vous le savez. Ah, ça c'est évident. Il a dit « Son œuvre sera sans cesse redécouverte par les générations futures parce qu'elle parle de la difficulté des rapports entre les hommes avec la religion et la mort. » Donc, oui, mais je pense que ce qu'il y a de très beau chez Bergman, c'est qu'il fait le lien entre une pratique théâtrale et une pratique de cinéma. C'est-à-dire que il avait sa troupe, il tournait avec ses proches. On connaît toutes les histoires avec ses comédiennes. Ouais. Et c'était aussi le sujet de son... en fait, sa vie était aussi le sujet de son cinéma. Et c'est à la fois ses préoccupations, ses angoisses, mais c'est aussi sa vie, ce qu'il ressentait en fait. Voilà. Vous voyez. Il se trouve que vous avez grandi à Sceaux, et je ne sais pas si vous le savez, mais à Sceaux, il y a un délégué de la mairie qui est chargé de travailler avec des productions pour que des films se tournent à Sceaux régulièrement. J'ignorais. Voilà. Et il y a eu Laurent Lafitte, Michel Galabru, Nathalie Portman et beaucoup d'autres qui ont découvert Sceaux grâce à ça. D'accord. Alors, il se trouve que vous grandissez aussi en vous promenant, et il y a un déclic aussi, je crois que c'est au château de Chambord, Pierre Scholler, où vous voyez une caméra par un touriste pour la première fois. Mon Dieu, vous êtes un fin limier. Hein. Parce que celle-là, je ne l'ai pas raconté beaucoup. Effectivement, j'étais en voyage scolaire et en visitant le château, sur une tour, une terrasse, je me souviens, c'était en plein air. Et il y avait un touriste qui avait une caméra Super 8 et en parlant avec lui, il me dit « Ah, ça t'intéresse ?» Il me met la caméra dans les mains. C'était la première fois que je touchais une caméra de cinéma, l'appareil photo, oui, évidemment. Et je me mets à filmer et ça a été fort. Ça a été très fort. Ça a été le déclic. Château de Chambord, d'ailleurs, où a été tourné « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» et également des films comme sur Catherine de Médicis, comme Serpent Queen, qui est diffusé sur Netflix. D'accord. Alors, il se trouve que vous décidez d'apprendre le métier et ce qui vous motive, c'est d'aller à l'école Louis Lumière à Paris, qui est une école spécialisée dans le cinéma. C'est une école d'État, publique. À l'époque, il y en avait deux. Il y avait Louis Lumière et la Fémis, l'IDEC, enfin ça s'appelait encore l'IDEC. Et c'est une école qui a trois départements, photographie, son et cinéma, opérateur. C'est là où j'ai étudié. Cocteau a tourné le son du poète. Oui. C'était dans les anciens studios rue Laumont. Oui, son premier film en 1930, financé par un mécène comme tous ses films. Voilà.
Et cette école, effectivement, je crois que c'est historiquement la deuxième école de cinéma au monde après celle de Moscou. Ah, j'aurais pu aller à Moscou, mais... Oui, vous avez choisi. Et finalement, vous avez appris les bases de votre métier complètement. Alors, les bases du métier, si vous voulez, cette école vous forme vraiment à une approche de dimension technique. Alors, c'est un BTS. Elle a évolué, hein, maintenant, le cursus a évolué. Mais comme c'est un BTS, vous aviez des cours de français où on faisait de l'analyse de films avec Pierre Maillot, qui était un homme formidable. Et puis, on apprenait de la chimie des pellicules, l'étude de la lumière, les caméras, les cadres, et aussi du montage. Et on avait l'occasion de faire, moi, dans cette école, j'ai fait 2 films, un documentaire avec un ami, on l'a tourné dans la prison de Melun, qui était une expérience forte, et avec un autre collègue, on a fait, Olivier Val, on a fait un court-métrage qui s'appelait Basse Température. Et après, j'ai décidé de me consacrer à l'écriture de scénario, tout en continuant de cultiver ce désir de mise en scène. Oui, parce qu'au départ, vos premiers courts-métrages, je crois qu'Olivier Val, c'est un écrivain-poète qui a travaillé... Et peintre. Mmh. Et il se trouve que ça n'a pas marché au départ, et vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas le scénario plutôt que le court-métrage? Ah, mais c'est toujours étonnant d'avoir sa vie résumée par quelqu'un. Mais si vous voulez, j'avais une intuition qui était que le cinéma était un langage qui me convenait. Je l'ai eu très tôt, et cette intuition était absolument obsessionnelle et structurante. Elle a vraiment structuré ma vie à plein d'endroits. Et le fait d'écrire m'a appris un métier qui est celui de scénariste, m'a appris aussi à explorer des thèmes et des choses que j'avais envie de raconter. Et puis, à un moment donné, il y a une productrice qui m'a proposé de passer à la réalisation sur un téléfilm, et ça a donné le premier film. Voilà. Alors, je reviens au scénario, parce qu'il y a eu quelques scénarios. Le premier qui est répertorié à l'INA, il a été diffusé le 24 janvier 90, Un amour de trop, de Franck Landron. Oui. Qui était avec Christine Boisson. Oui. Et qui a été, en plus, sélectionné à Cannes. Oui. C'est quand même pas mal pour un premier. Oui, c'était bien, bien. Et puis, vous avez travaillé avec Yves Boisset aussi. Sur un téléfilm, oui. Sur l'adaptation d'un roman, oui, Les Carnassiers. Et je crois qu'il est déroulé dans le monde de la boxe. Oui, Jacques Lagorce, je crois. Exactement. Je ne suis pas sûr du prénom. C'est Guy Lagorce. Guy Lagorce, voilà. Qui était à l'époque journaliste au Figaro et journaliste sportif. Oui. Alors, il se trouve aussi que tout ça vous a appris, parce qu'à chaque fois, vous travaillez avec des metteurs en scène différents. Il faut s'adapter, on apprend à s'adapter. Ça, c'est la condition de scénariste. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'imaginaire et le questionnement d'un réalisateur, et aussi une manière de prendre le cinéma et et encore aujourd'hui, depuis cet été, j'ai pris une écriture avec Antoine Rusbach, qui est un réalisateur suisse, qui avait fait Ceux qui travaillent. Et c'est passionnant, en fait. D'abord, j'ai le goût d'écrire, j'ai le goût des histoires. Et le fait d'avoir passé du temps à faire les longs métrages m'a un peu éloigné de l'écriture, mais j'ai toujours écrit, j'écris tous les jours. Oui, et en même temps, c'est un métier de solitaire. Alors, scénariste de cinéma, il est vraiment à la fois solitaire et en collaboration. Oui, c'est autre chose. Alors, il se trouve que vous avez aussi travaillé avec de jeunes metteurs en scène. Je crois qu'il y a De particulier à particulier de Brice Covin, qui est un premier film. Oui. Et ça, c'est important de soutenir les jeunes, d'y croire. À l'époque, j'étais pas plus vieux que oui. Mais en même temps, là aussi, vous apprenez ensemble pratiquement. Oui, mais la place de scénariste, c'est une place... j'ai beaucoup d'amis scénaristes qui travaillent, qui ont leur univers. Il y a quelque chose, si vous voulez, de très fort, qui est de donner vie à des personnages, mais pendant le temps de l'écriture. Mais quand dis-je donner vie, c'est-à-dire que souvent on part d'impressions, d'un petit souvenir, et peu à peu le personnage, au fil des mois, commence à exister, et les relations entre les personnages commencent à exister. Et donc ça crée un compagnonnage avec
parce qu'il faut être précis dans le scénario sur ce qui se passe. Oui, puis on écrit un scénario, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et par exemple, ce film que vous avez fait avec Particulier à Particulier, il est allé à Berlin, il a été sélectionné dans plus de 40 festivals. Oui. Ça, c'est toujours une bonne surprise. Oui, parce que ça donne une exposition au film, et bien sûr. On ne sait jamais, on commence un scénario, on ne sait pas ce que ça va devenir. C'est un métier aléatoire. Oui, et puis dans ces situations-là, les films dont vous parlez, les scénarios étaient initiés par le metteur en scène. Vous voyez, les sujets étaient initiés par le metteur en scène. Il faut savoir passer d'un sujet à un autre. Mais bien sûr. Ça demande une façon très particulière de travailler. Comment on fait? On écoute, on fait des séances de travail, et assez tôt, j'ai compris que il fallait pas rester accroché à l'idée du jour. C'est-à-dire qu'on écrit, on jette, on reprend. C'est un travail, c'est beaucoup de travail d'exploration, avant d'avoir la scène. Truffaut disait, dans une scène, il y a entre 3 et 5 idées sur chaque scène. C'est ce qu'il demandait. Et Francis Weber m'a un jour expliqué qu'il écrivait un scénario et qu'à la fin, il le jetait, il recommençait parce qu'il voulait vraiment surprendre le spectateur. Oui, alors lui, c'était quand même un des grands scénaristes français. Ça lui est même arrivé d'abandonner des scénarios à la 70e page parce qu'il n'avait pas trouvé la 71e. Voilà, c'est autre chose. Ça, c'est votre période de scénariste et on va évoquer la suivante à travers la date du 24 février 2012. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Scholler. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Scholler. Nous parlerons tout à l'heure de ce film qui sort demain, Rembrandt, un film étonnant. On va parler de Rembrandt et de tout ce qu'il y a autour parce que c'est assez surprenant. Je reviens à une date importante de votre parcours, le 24 février 2012, votre première consécration avec ce film. Une soirée au Châtelet, les Césars, l'exercice de l'État, qui est primé et vous montez sur scène pour recevoir déjà un trophée du scénario. C'est un moment fort. Oui, c'était très fort. Je me suis levé et le bouton de ma veste s'est pris dans les cheveux de la comédienne qui était assise devant moi. Elle a sursauté, elle a crié et moi je me suis dit voilà, j'ai 3 secondes pour pas lui arracher ses cheveux, donc j'ai réussi à démêler les cheveux. Je me suis levé, j'étais surpris, j'avais préparé un petit texte. J'ai jamais été sur une scène de théâtre, et là tout d'un coup je me retrouve au théâtre du Châtelet. Je vois une nuée, quelque chose d'immense comme ça, et je sais que je dois parler, de calmer l'émotion. Je dis ce qui me semblait important, qui était un hommage aux comédiens. Je me rappelle à peu près ce qu'avais-je dit, que s'il n'y avait pas eu ces magnifiques comédiens, le scénario serait resté une langue morte, et qu'eux, ils ont donné la vie. Et puis, voilà, de manière un peu rapide, je sors de la lumière. Et c'est fou comme cette distinction des Césars est quelque chose de très médiatique, parce qu'avant les Césars, il y avait eu un prix qui pour moi aussi comptait énormément, qui était le prix de la critique internationale à Cannes. Voilà. Et en même temps, il se trouve qu'en face de vous, il y avait The Artist et L'Intouchable, et c'était les favoris théoriquement. Oui, mais bon. Et vous mentionnez, vous étiez surpris d'avoir ce distingué, prix. Oui. Moi, je voulais surtout que Michel et Blanc et Olivier Gourmet aient le prix d'interprétation. Et Michel Blanc l'a eu. Michel Blanc l'a eu, qui était une surprise parce que tout le monde pensait que ça allait être le comédien de police. Oui. Du film de Maïwenn. Voilà. Joe Star, merci. Voilà, c'est donc tout le monde est surpris parce que on pensait que Joe Star allait l'avoir, et Michel l'a eu, et ça a été un rôle très important pour lui. On en a beaucoup parlé ensemble, avant et après, et on était très heureux pour Michel. Oui, en plus, il avait tourné Monsieur Hir avec Patrice Lecomte, et ça avait été un déclic tel qu'il avait accepté de tourner ce film. Alors, le film de Patrice Lecomte était important, mais il y a eu aussi entre-temps André Téchiné, qui l'a fait tourner.
Et le déclic qui s'est passé avec le rôle de Gilles dans l'exercice de l'État, c'est que Michel, à ce moment-là, s'intéressait beaucoup à Grossouvre, ce conseiller de Mitterrand, qui a mal fini puisqu'il s'est suicidé à l'Élysée, dans un bureau. C'est le seul suicidé politique à l'Élysée. Et ça l'intéressait beaucoup, ce rôle de conseiller. Voilà. Et il se trouve que Monsieur Hir, en plus, qui a été le déclic, il ne devait pas avoir le rôle. Au départ, c'est un autre Michel qui devait jouer, c'était Coluche, Michel Colucci. Coluche est mort et Michel Blanc a récupéré ce rôle qui a changé sa carrière. Oui. Alors, ce film, L'exercice de l'État, bon, c'est l'histoire d'un ministre des Transports qui est réveillé en pleine nuit par un directeur de cabinet, par son directeur de cabinet. Et là, vous allez évoquer la politique à votre façon, les coulisses de la vie politique d'un ministre qui se retrouve devant un problème qu'il n'avait pas prévu. Alors, oui, disons, ce qui m'intéressait, c'était vraiment comment la politique et cette position de pouvoir est vécue humainement, charnellement, psychologiquement. Vous voyez, c'est comme un bilan complet à la fois d'un esprit et d'un corps et de ses plus proches collaborateurs au feu de l'action. Ce qui m'intéressait, c'est d'être au plus près de l'action. Alors, on peut dire politique, mais quand même au sein d'une participation à l'action publique qui était un ministère. Ce qui veut dire une grande documentation, et là le César et du scénario est récompensé, car en amont vous avez fait un travail de documentation extrême comme vous le faites à chaque film. Oui, oui, oui. Ça c'est une méthode que j'ai développée avant même de faire des films, parce que d'abord ça ne bride pas l'imaginaire, au contraire, ça l'arrose, ça lui met de l'engrais. Et le réel est toujours quelque chose qui vient vous déplacer. Et j'aime cette attitude qui est celle de Flaubert quand il dit qu'il faut se déprendre de soi. C'est-à-dire que à la fois il ne faut pas se méfier de soi, mais il faut réussir un petit peu à s'écarter de soi-même. Voilà. En même temps, en observant son époque comme vous le faites, la politique c'est le lieu idéal pour observer le temps qui passe. Alors c'est vrai, et il y avait aussi dans le projet de l'exercice de l'État de me dire ça serait pas un film qui allait parler d'un fait politique, vous voyez, comme une affaire ou une grande figure politique. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'action, et qu'est-ce qui fait qu'on réussit à imprimer une action dans ce monde qui est quand même chaotique, qui était déjà assez chaotique et qu'il est de plus en plus, et qu'est-ce que fait quelqu'un qui est en mesure de pouvoir agir ou non agir. Et puis en plus, ce film a touché un public, 500 000 spectateurs au départ, ce qui n'était pas évident. Ce film est incroyable, non parce qu'il est excellent, mais c'est parce qu'il a une durée de vie, et j'en parlais la semaine dernière avec Denis Fred, son producteur. C'est un film qui aujourd'hui est rentabilisé, ce qui est très rare dans la vie des films. C'est un film qui continue d'être acheté, qui continue d'être diffusé, qui continue d'être cité, qui continue d'être conseillé dans certains manuels, qui est au concours de Sciences Po, etc. C'est une espèce de film de référence, et c'est un peu, évidemment que c'est au-delà de moi-même, vous voyez. Oui. Et puis c'est un sujet d'actualité, puisque Pierre Schoeller, vous évoquez l'impuissance de l'État, et on est quand même en plein dedans en ce moment. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça marche aussi bien. Alors le cinéma, le cinéma, ça a commencé par la télévision, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Zéro défaut, un film qu'on vous a commandé pour Arte. Ça n'avait rien à voir avec le cinéma au départ. Alors c'était une proposition d'écrit. En fait, cette productrice m'a dit « Qu'est-ce que tu as envie de raconter ?» Et je lui ai dit « Je voulais faire un film sur la condition ouvrière, parce que je trouve qu'elle n'était pas filmée. Et je voulais être libre de la raconter comme j'avais envie de la raconter. Elle m'a dit à ce moment-là, il n'y a qu'un endroit où tu peux faire ça. C'est chez Arte Fiction, avec Pierre Chevalier et Arnaud Louvet. On va leur proposer un sujet et on va voir ce qui se passe. Ce qui était stupéfiant, c'est qu'au début, moi, j'y allais comme un scénariste. Et puis, ils ont dit, mais pourquoi tu le fais pas? Alors là, j'ai dit, non, mais ils vont se réveiller lundi, ils vont se dire, on va prendre un réalisateur qui a déjà fait les films. Et en fait, non. J'ai pu vraiment écrire le scénario de manière totalement libre,
et le tourner de manière aussi libre. Et puis en plus, vous avez engagé un jeune prometteur qui était Eric Elmosnino. Qui était déjà plus que... Oui, qui était déjà Il n'avait pas encore tourné Gainsbourg. Il n'avait pas tourné Gainsbourg, mais au théâtre, c'était un grand monsieur. Et puis, il y a eu, le cinéma, ça a débuté avec un autre film avec Guillaume Depardieu qui était Versailles, oui. qui n'avait rien à voir avec le château. Alors, le château est sur l'affiche. Oui. Et on a tourné sur le domaine historique de Versailles. Voilà. C'est-à-dire Versailles, c'est à la fois un château, c'est un lieu d'histoire, mais c'est aussi un site et c'est aussi une image de la France. Et une autre image de la France, mais moins belle, c'est la garde à vue. Et il y a eu Les Anonymes, qui est un film étonnant et qui est un pari total, parce que vous avez filmé une garde à vue. On a filmé, d'après les pièces du dossier... C'était l'assassinat du préfet Erignac. L'assassinat du préfet Erignac et comment les équipes de l'antiterrorisme, avec à leur tête Roger Marion, ont inventé des méthodes dont on peut parler pour faire avouer le commando qui a assassiné le préfet Erignac. Ouais, il faut être très objectif dans ces cas-là, Pierre Chalère. Il faut, en fait, plus que l'objectivité, il faut être équilibré. Il faut trouver une manière d'écouter les uns et d'écouter les autres. Et de ne pas rentrer dans la ligne de mire entre les deux. Voilà. Et de prendre les événements dont on est sûr et de ne pas aller... Alors ça, factuellement, c'est là où l'habitude une espèce d'exigence de ma part de vérifier, de tout vérifier et encore vérifier, a été très utile. J'imagine. La vérification, c'est la base de tout. Et j'espère ne pas faire d'erreur en évoquant la date suivante, le 30 octobre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Chalère. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Chalère, metteur en scène. Nous parlerons tout à l'heure de Rembrandt, ce film qui sort demain sur les écrans. On a évoqué votre parcours de scénariste, vos débuts au cinéma, à la télévision. Et le 30 octobre 2024, il n'y a pas très longtemps, une mini-série à la télévision qui a touché beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je sache? Tu sais tout ce que tu dois savoir. Dans l'ombre, 6 épisodes d'une série dont le personnage principal est le conseiller d'un candidat à la présidence de la République. On n'en sort pas. Oui, ça on me l'a commandé. Oui. En fait, au départ, c'est un roman d'Édouard Philippe, qui à l'époque était avocat. Et de Gilles, Boyer, son conseiller. Et on vous a proposé d'adapter ce roman à la télévision. En série. En série. Voilà. Ce qui m'a intéressé dans le début de l'aventure, c'était d'apprendre un peu un nouveau métier, qui était de faire une série, en fait. Voilà. En même temps, c'était Édouard Philippe, à l'époque, avait été Premier ministre, mais quand il a écrit le livre, il n'était pas. Donc c'était un total inconnu. Édouard Philippe? Oui. Non, il était maire du Havre, quand même. Oui, mais enfin, le grand public ne le connaissait pas comme on l'a connu ensuite. Voilà. Oui. Alors, donc, vous découvrez ce livre, il faut l'adapter, créer des personnages différents, des situations différentes, et en même temps, avoir l'accord d'Édouard Philippe. Ah non, mais on avait plus que l'accord. C'est qu'il était là avec nous. Il était à la table de travail. Édouard et Gilles ont fait un certain nombre de séances de travail où ils découvraient le métier d'écriture. Ils étaient à la fois conseillers, auteurs du livre d'origine et collaborateurs au fur et à mesure. Hein. Ça s'est pas fait d'un coup. D'abord parce que c'est pas évident, puis c'est très, il y a dans l'écriture quelque chose de besogneux, c'est tous les jours revenir, relire, etc. Ça n'a rien à voir avec le timing de la journée d'un homme politique, vous voyez. Voilà. Mais en même temps, il vous nourrissait d'éléments que vous ne connaissiez pas forcément sur les coulisses de la politique. Il y avait, écoutez, ça a été une étrange collaboration. Bon. On n'est pas du même bord avec Édouard Philippe. On ne parlait pas trop de ça. Mais ils avaient une intuition dans le livre qui était assez passionnante sur la question de la loyauté. Et la question du dévouement et la paranoïa de quelqu'un qui voue du conseiller vis-à-vis de son président, de son candidat. De son candidat.
Et ça, c'était intéressant. Ça, c'était un thème qui dépasse les clivages politiques, parce que on retrouve des thématiques proches du Prince, par exemple, de Machiavel. Exactement. Il se trouve donc que le sujet, c'était donc le personnage principal qui était le conseiller d'un candidat, voilà. Et il devait tout organiser, voilà. En même temps éviter les problèmes. Voilà. Et pour que ça soit un peu plus concret, le conseiller était joué par Swan Arlo, oui. Le candidat était Melville Poupeau, sa rivale politique était Karine Viard, et il y avait aussi beaucoup d'autres personnages. Et d'ailleurs, je crois qu'Édouard Philippe est venu pendant le tournage un jour, a beaucoup parlé avec les comédiens. Oui, mais alors là, si vous voulez, le poids politique aussi d'un homme, d'une figure comme Édouard Philippe, pour les comédiens, c'est pas forcément une bonne nouvelle ou un cadeau. Ouais, mais en même temps, c'était bien aussi. Alors, il se trouve que cette idée est née et qu'en même temps, vous avez dit, tiens, si on faisait le pendant du Baron Noir, qui est une série qui a très bien marché sur Canal+. Non, mais le Baron Noir, si vous voulez, quand vous abordez une série, même pour un film, vous regardez un peu ce qui a été fait. Il ne s'agit pas de redonner un plat réchauffé. Au cinéma, ça n'existe pas, le hachis parmentier. On essaye de donner toujours des choses nouvelles, vous voyez. Donc j'avais regardé un petit peu ce qui s'était fait. Je connaissais Baron Noir, il y avait, il y avait les grandes séries américaines, et puis surtout, il y avait la West Wing, c'est-à-dire à la Maison Blanche, qui est un modèle du genre. Et on a essayé de frayer un chemin dans tout ça. Et vous êtes y arrivé, et vous avez permis à Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse de faire des débuts de comédiens à l'écran. Oui. Dans leur propre rôle. Dans leur propre rôle. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça va vous sembler étrange, mais quand j'ai tourné sur le plateau du 20h à France Télé, qui maintenant a complètement changé, ils ont refait la déco et tout, mais j'ai eu des sensations de mise en scène qui n'étaient pas très loin que quand j'avais tourné à Versailles, dans un des salons près de la Chambre du Roi. C'est-à-dire, c'est des lieux de pouvoir, et quand vous les investissez avec des comédiens et une mise en scène, eh ben il se passe des choses assez fortes avec le lieu lui-même. Et puis, il y avait aussi tous les thèmes qu'on peut développer dans une telle série, les sujets de division, les thèmes de campagne. Là aussi, il fallait s'informer, imaginer, mais en même temps partir du réel, Pierre Schoeller. Oui, alors... on a été dans un meeting, on a essayé de faire un meeting, mais le réel, c'est une drôle de notion, le réel. C'est-à-dire que quand je fais une figure politique, quand on crée par exemple un nom de parti, on invente un nom de parti. Ce qui compte, c'est que pour le spectateur, il puisse savoir ce qu'il regarde. Est-ce qu'il regarde quelque chose qui a été vécu, qui a existé vraiment, ou qui n'a pas existé, ou quelque chose qui n'est pas du présent, mais d'un autre temps. Voyez. Mais le réel, il est quand même, lui, il vit le réel de la représentation cinématographique. Il est aussi dans un réel. Il est aussi dans le réel de ses émotions. Et puis, ce qui est réel aussi dans cette série, comme dans beaucoup d'autres et dans la vie, ce sont les courtisans qui papillonnent autour du candidat ou de son entourage. Alors, les courtisans, les conseillers, l'extrême solitude, ça m'a toujours frappé, mais ça m'avait déjà frappé au moment de l'exercice de l'État, et à nouveau là ça m'a frappé en travaillant sur la série. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont incarnés de la parole publique ou de l'intérêt général. Alors est-ce qu'ils le servent ou pas, c'est une autre question, qui sont environnés de personnes qui les accompagnent, et en même temps c'est des gens d'une très grande solitude. Oui, car il y a une dimension humaine dans cette série, c'est-à-dire que l'homme politique, il est seul, Pierre Schoeller. Et c'est pas plus mal, parce que s'il est seul, il est responsable. En même temps, vous n'êtes pas dupe de cet univers et du cinéma, quelquefois, mais dans le mauvais sens du terme, qui s'y passe. Alors, moi, je parlerais plus de communication, oui. d'usage des outils de communication. Et c'est pour ça que dans la série, à un moment donné, je fais beaucoup plus qu'un clin d'œil, un hommage à Raymond Depardon, où je reprends un extrait de partie de campagne où il a filmé Valéry Giscard d'Estaing au moment de son élection. Et on voit bien que l'époque a changé. C'est-à-dire que cette liberté de voir le candidat qui vient d'être élu
monter dans sa voiture, rentrer chez lui, etc., sans les motos, sans le cirque, sans le direct, sans les chaînes d'infos. Et c'était il n'y a pas longtemps. Et moi, je me Et souviens... c'était déjà la 5e. Mais oui, moi je me souviens, Giscard est élu, j'étais reporter, et donc je me retrouve devant l'immeuble de son bureau, il rentre sans garde du corps à 20h05, Voilà. tranquillement, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on sait bien que Mitterrand adorait se promener seul le long des quais de Seine, que Jacques Chirac aimait beaucoup et avait besoin de solitude aussi. Alors il se trouve que la critique à cette époque dit à votre propos, Pierre Schaller, que vous avez inventé le thriller politique. Non. C'est ce qu'on dit en tout cas. Bon, écoutez, je crois pas. Non, franchement, je crois pas que je l'ai inventé. Alors, en tout cas, ça a marqué beaucoup de gens, et même le monde de la politique a suivi cette série. Oui, bah oui, parce qu'ils étaient aussi un peu étonnés de voir un homme, un politique en exercice passer aussi de l'autre côté. Exactement. Alors ça, c'était la série contemporaine. Et il y a eu un film aussi qui a marqué beaucoup de gens, c'est celui-ci. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Un peuple et son roi. Pierre Schaller, vous avez tourné ce film, ça a pris 7 ans de votre vie. Et c'est, je crois, une aventure que personne n'imaginait au départ. Oui, moi compris, oui. C'est un film que je voulais. Je voulais qu'il existe. C'est un film que j'aime énormément. C'est un film que j'aime énormément encore montrer quand l'occasion se fait. Parce que notre imaginaire politique, il commence là. Il commence en 1789. Et cet imaginaire politique, il est source de beaucoup de choses. Il est réactualisé souvent, il est convoqué souvent, on en parle, c'est une figure. Et cette figure du peuple politique était pour moi une notion essentielle, et surtout comment naît 2 choses fondamentales qui étaient le citoyen votant et l'opinion, et la désacralisation du pouvoir politique. Oui, car ce film tourne autour de la Révolution française. Ça commence au début de la Révolution, ça se termine avec la mort de Louis XVI. Et c'est quand même une partie importante parce que vous n'avez pas voulu faire du Lagarde-et-Michard. C'est vraiment une histoire à partir de documents que vous avez retrouvés et que beaucoup de gens avaient oubliés. Alors, en fait, si vous voulez, j'ai parcouru l'historiographie et ça m'a pris beaucoup de temps et quelques cheveux blancs. Parce qu'elle est très nourrie et elle existe depuis le 19e, parce que ça commence à Michelet et ça continue encore aujourd'hui. C'est un champ historique qui couvre une dizaine d'années, parce que c'est un peu plus que les années proprement révolutionnaires. Il y a beaucoup de thèses, beaucoup de travaux, beaucoup de choses encore à découvrir, beaucoup d'angles qu'on explore. Et c'est là où ma manie d'être précis et documenté m'a entraîné dans un travail presque colossal, un peu surhumain, de vouloir être à tout moment et de savoir ce qui se passait à chaque jour. Non mais vous avez même vérifié la taille de la salle des débats. Alors ça, c'était très important et on a reconstitué à l'identique la moitié de la salle de l'Assemblée nationale. Oui, mais en même temps, on apprend dans ce film que Louis XVI était myope, que m'a rapporté une fourrure autour de son cou, ce qu'on ne connaît pas dans les livres d'histoire, Pierre Schaller. Oui, et que Robespierre était adulé, puis était d'abord un peu moqué, puis écouté. Moi, j'ai découvert un nombre de choses, le rôle des femmes aussi dans la Révolution, c'est le rôle comment ce peuple se comporte avec la violence, avec l'initiation à la politique. Par exemple, au début, quand ça a commencé vraiment à débattre en 89, à prendre forme, il y avait des journalistes. C'est-à-dire que tous les débats de la Révolution française sont publics. Ils sont tous publics. Il y a toujours des journalistes et des citoyens dans la salle. D'ailleurs, ces débats, vous les avez transmis aux comédiens avant de jouer. Oui, parce que on avait les Inextinso et je leur demandais de respecter la langue. Et puis la musique, c'était votre frère, Philippe, qui est compositeur. Et là, il a respecté aussi quelque chose de très précis, parce qu'on a oublié que Marie-Antoinette était musicienne. Elle écrivait des chansons, elle jouait des morceaux. Là aussi, c'est très important. Alors, il n'y a pas de musique de Marie-Antoinette dans le film. Il y a le chant des femmes. C'est très intéressant, cette histoire de chanson, parce que à l'époque,
les chansons, on prenait des airs et on écrivait des couplets dessus. Donc on prenait des airs connus, le Ça ira, toutes les chansons révolutionnaires partent d'airs connus que tout le monde connaît. Et on en fait comme une chronique de ce qui se passait au jour le jour. Et Marie-Antoinette avait découvert la musique d'une façon très particulière. Elle était à Vienne. Elle a connu un jeune musicien, d'ailleurs, qui est tombé amoureux. Ils avaient 6 et 8 ans. C'était Mozart. Et c'est comme ça que tout a démarré. D'accord. Entre nous, je préfère Mozart à Marie-Antoinette. C'est un autre débat. Eh bien, on va évoquer maintenant la date de la sortie de votre film demain, le 24 septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Scholler. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Scholler. Demain, 24 septembre 2025, sortie de Rembrandt, un film dont voici la bande-annonce. Des voitures emportées par les flots déchaînés. C'est une vague qui avoisine les 25 mètres de haut. Alors, il se trouve, Pierre Scholler, que c'est encore une aventure incroyable qui vous a pris quelques années. Et Rembrandt, au départ, on pourrait imaginer un documentaire sur le peintre, c'est pas du tout le cas. C'est au contraire une histoire que vous avez vécue et que vous avez transformée en un film. Oui, c'est Rembrandt est là parce que j'étais après la sortie d'Un peuple et son roi. Je me posais pas mal de questions sur ce que j'allais faire et mon envie de cinéma. Et je me suis retrouvé à Londres, à la National Gallery. Et j'ai un peu l'habitude, quand je vais dans une capitale étrangère où il y a un musée, d'aller voir les Rembrandt. Et là, j'ai vu ces 3 portraits. Et le premier qui m'a arrêté, c'était le portrait d'Henrike, c'était sa deuxième femme. Et j'ai eu quelque chose dans les yeux qui m'a parlé directement. Et puis, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait la même chose dans le portrait à côté. Et encore le même regard dans le portrait à côté, qui étaient 2 hommes plus âgés. Et là, je me suis dit, tiens, il y a le peintre qui met quelque chose. Il a je sais pas comment vous dire. Ce film est un peu un mystère. C'est un peu une possession. C'est comme ça part vraiment d'une rencontre humaine, plus qu'esthétique. On n'est pas sur la forme d'un syndrome de Stendhal. On est plutôt sur quelqu'un qui vous touche. Peut-être ça vous est arrivé dans la vie que quelqu'un vous dise une phrase sans avoir l'intention exacte de savoir la portée de cette phrase. Et cette phrase, vous vous en souvenez toujours. Et ben c'est un peu ça, en fait. C'est un peu Dorian Gray qui vous inspire. Alors, il y a ce mystère du 19e, parce que le film a une part mystérieuse, très, très intérieure, de possession sans trop d'effets spéciaux, parce que c'est juste quelqu'un qui change, vous voyez. C'est juste une femme qui était ingénieure du nucléaire, qui a une vie évidente, une musique extrêmement bien réglée, et puis la musique commence à raconter une autre mélodie. Parce qu'elle voit les tableaux de Rembrandt. La National Gallery, il faut savoir qu'au départ, ce n'est pas le musée du Louvre. Les premiers tableaux exposés, il y en avait 38 par un banquier qui les avait donnés. Oui. Et après, ça s'est développé. Il y a aujourd'hui plus de 2800 toiles. Mais là, justement, en partant de Rembrandt, vous avez créé un film autour de l'écologie du nucléaire, Pierre Scholler. Oui, parce que le déclencheur, ce que racontent ces 3 portraits de Rembrandt à cette femme, c'est le sentiment que peut-être il faut changer un peu notre rapport à la vie et à la nature et à la société et à tout ce qu'on entreprend. Donc l'avenir de notre planète qui est en jeu, et vous avez essayé d'écrire un film autour de tout ça. Exactement, c'est-à-dire, oui. Alors, il se trouve que c'est quand même un travail colossal parce que vous n'êtes pas ingénieur physicien et la documentation qui est toujours très précise, faut la trouver et il faut qu'elle soit exacte, Pierre Scholler. Là, ça passe par des rencontres et puis en étant aussi un peu réservé. C'est-à-dire, quand je commence à imaginer l'histoire, je sais que pour plein de raisons, je ne vais pas pouvoir poser une caméra dans une centrale nucléaire, sur un site nucléaire. Parce que c'est des lieux de très grande sûreté. Et donc, il va falloir que je raconte l'histoire avec des gens du nucléaire, avec des ingénieurs nucléaires. Donc, j'ai pris le choix de laboratoires et de zones de recherche. Oui, et en rencontrant des gens qui vous ont informé, il y a même un directeur de recherche, climatologue, qui a tourné dans votre film. Oui, mais ça c'est... Oui, qui est maintenant devenu un ami, Davide Faranda, qui vient d'être nommé... rédacteur du prochain rapport du GIEC. Et c'est quelqu'un de
excusez-moi, de formidable parce que il est d'origine sicilienne et il est brillant, il est curieux. Il voyage partout, il va. Une fois, je l'appelle, je lui dis attends, je suis à Jakarta en train de discuter avec le président d'Indonésie, etc. Les enjeux climatiques, quand vous êtes dans ce domaine-là, et vous êtes à tous les endroits du monde et vous parlez à ceux qui essayent de prendre en compte cette nouvelle donne, quoi. Et là, Pierre Schoeller, vous avez pris un sujet de notre époque, ce que vous aimez, parce que le dérèglement climatique ou le nucléaire, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais au cinéma, c'est pas facile à traiter. Non, c'est pas facile. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Ça donne un film, je crois, assez intense, assez sensible. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que pour incarner tout ça, en fait, on vit l'histoire d'un couple. C'est-à-dire que le cœur du film, c'est le destin d'un couple. Oui, Romain Duris et Camille Cotin. Camille Cotin qu'on a découvert grâce à 10%, oui. et qui s'est totalement impliqué dans le film parce qu'elle ne connaissait rien non plus à cet univers. Ouais, à part ceux qui travaillent dans le nucléaire, c'est un peu la règle. Mais après, comme si vous voulez, l'attitude d'un ingénieur est une attitude d'un scientifique. Et on a tous été un peu suivis des cours de sciences. On sait un petit peu ce que c'est la science, sans forcément en avoir fait un métier. Et donc, je leur ai demandé d'être précis, d'être juste, de comprendre ce qui est raconté. Donc, on a travaillé sur les notions, vous voyez. Mais une fois que vous travaillez sur les notions, ça va. On a les grands schémas comme ça. Oui, en même temps, ce film est un défi pour vous, mais c'est aussi un défi pour le siècle, parce que vous évoquez l'enjeu 2030, l'enjeu 2100. Oui. Ça c'est des choses dont on parle, mais qu'on ne voit jamais concrètement. Et dans ce film, on comprend plein de choses. Ah merci, parce qu'on a essayé que ça soit accessible et surtout qu'on le ressente et que le climat, vous avez dit tout à l'heure dérèglement. En fait, on parle d'évolution. Le climat évolue, mais comme il évolue, c'est nous qui nous déréglons. C'est notre confort de vie qui est déréglé. Et la dynamique du climat, comme cette évolution du climat, on y est responsable, parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. C'est qu'on agit sur le climat. À partir du moment où on a découvert et établi, et ça a été un combat scientifique, parce qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord sur cette thèse, mais maintenant, on sait très bien que notre activité, ce qu'on a fait ces derniers temps, agit sur le climat, dans un sens qui n'est pas forcément un sens qui fabrique un paradis pour l'homme. Oui, mais vous pensez à nos enfants et à nos petits-enfants, bien sûr, qui n'auront pas la même vie que nous. Bien sûr. Et puis, je pense aux gens du Nord qui ont eu des mois d'inondation. Je pense aux gens du Sud qui ont eu des zones ravagées par les incendies. Je pense aux espèces à la Méditerranée qui prend 30 degrés, et ainsi de suite. Vous voyez, on estime à peu près 1 million d'habitations en France qui sont touchées par la dilatation et la contraction des couches argileuses. Tout ça, c'est pas pour faire peur, c'est juste pour se dire, on est dedans, on est en train de le vivre. Donc, essayons de le regarder, d'essayer de préserver ce qu'on peut préserver, et de se dire, bon, on a beaucoup de ressources, en fait, et des ressources politiques, et des ressources scientifiques, mais maintenant, il faut qu'on s'accorde et qu'on le fasse. Et elles apparaissent dans le film parce qu'il y a l'histoire d'amour, justement, dans le couple de physiciens, mais en même temps, quand ils ont des problèmes, le mari découvre que sa femme donne une conférence sur le climat, comme on en voit aujourd'hui, qu'on en entend parler, parce que les COP 21, 30, tout ce que vous voulez, on en parle, mais on ne sait jamais ce qui se passe. Alors, elle fait une conférence en interne, avec quelques proches, et pas de manière officielle. C'est-à-dire, elle fait ça parce qu'elle a croisé la route d'une climatologue, elles ont discuté ensemble, elles ont vu certaines choses, et elles partagent ce qu'elles ont vu, c'est-à-dire ces 3 scénarios climatiques où je croise des phénomènes extrêmes
avec la situation de centrale nucléaire. Oui, parce que justement, vous êtes informé là-dessus. Des tsunamis, on sait qu'il y en a eu, mais vous êtes très précis dans l'histoire là-dessus, Pierre Schoeller. Oui, et en même temps, ce sont des scénarios fictifs. Oui. Voilà. Mais étrangement, il y a un grand quotidien anglais qui a titré sur l'un des scénarios cet été, et vous avez un banc de méduses, 10 août, qui a bloqué 4 réacteurs nucléaires dans le Nord. Et certains spécialistes assurent que d'ici 2050, il pourrait y avoir sur nos côtes méditerranéennes un tsunami. Ça, je ne sais pas. C'est ce qu'ils disent. Hein, En tout cas, il y a des panneaux. J'ai un ami qui était à Nice, il m'a dit maintenant il y a des panneaux. Alors, il se trouve aussi que vous évoquez une plateforme en Norvège de 26 mètres de haut. Non, alors c'est une vague. C'est une vague. C'est une vague scélérate. Alors ça, c'est des faits établis. Les vagues scélérates, elles sont... Au début, elles étaient légendaires. Ça, c'est marrant. Mais souvent, la science, dans ses débuts, est légendaire. C'est comme le voyage sur la Lune de Jules Verne. Oui. C'est des vagues qui surgissent, pas un phénomène physique qu'on commence à bien comprendre, mais qui font 4-5 fois les vagues normales et qui peuvent aller de 10, 15, 20, 26 mètres. Et j'ai travaillé avec le capitaine d'un ferry corse qui a affronté une vague scélérate de plusieurs dizaines de mètres, une bonne dizaine de mètres. Et il y a son témoignage dans le film. Oui, car il y a beaucoup de témoignages exacts. Il y a aussi une séquence près de Flamanville, près de la centrale nucléaire. On se rend compte que les habitants vivent d'une façon très particulière. Alors, c'est pas... Je vous reprends juste, c'est pas à Flamanville, c'est au bord de la Loire, c'est les centrales du bord de Loire. Et oui, parce que ces centrales, on les voit depuis le TGV, on les voit à Chambord. Quand vous êtes à Chambord, vous avez le château et la centrale. Il y a certaines rues où c'est comme ça, ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui vivent autour des centrales et qui y travaillent. Oui, qui entendent parler par haut-parleur de certains événements et ils s'adaptent parfaitement. Ça, il faudrait leur demander. Mais ça, encore une fois, c'est des sujets qui n'avaient jamais été traités au cinéma et avec précision, parce que quand on voit le physicien faire un calcul au tableau, ou quand on voit les logiciels, ils correspondent à la réalité, Pierre Schoeller. Là, c'était pas évident non plus. Non, mais je vous dis, moi j'ai le goût de ça, mais ce qui m'intéresse toujours, c'est l'humain, c'est l'affectif, c'est l'émotion des personnages. Oui, en même temps, votre héroïne, donc Camille Cotin, va beaucoup se promener, voyager. Elle va même se retrouver devant un glacier. Vous avez filmé un glacier. Alors, on a filmé, effectivement, à un moment donné du film. On va garder un peu la surprise. Oui. En fait, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'était que, en fait, la vie, la vie sera toujours plus forte. Et les glaciers qui libèrent des eaux qui ont été gelées depuis des millénaires, c'est une eau pure de vie. Cette eau est libérée et au bas de ces glaciers, il y a des lacs qui se forment, des bords, des berges, des pentes, de la rocaille, des mousses, des micro-organismes. Et ça, c'est en train de vivre. Et c'est là, et chaque jour, c'est en train de se développer. Quand on voit ce film, il y a bien sûr l'histoire d'amour, mais il y a aussi tous ces éléments qu'on ne connaissait pas forcément. Et vous ne prenez pas position, c'est aux spectateurs de juger, Pierre Schoeller. Oui, je mets les spectateurs sur l'épaule de Camille Cotin, qui interprète Claire. On suit Claire. Claire fait le film, c'est l'héroïne du film. Et en même temps, Claire est regardée et interrogée et questionnée et écoutée par, évidemment, son mari, qui est Yves Romain Duris, par ses collaborateurs. Il y a Denis Podalides, il y a le frère de Denis, Bruno Podalides, il y a Céleste Brunkel, qui est la fille du couple. Et moi, ce que j'aime, c'est quand il y a des conversations, en fait. C'est quand les choses ne sont pas jugées avec hauteur ou définitivement, ou c'est établi, une forme de dogmatisme ou de militantisme. J'aime quand ça discute, en fait. Oui, et en même temps, vos films précédents sont encore vus aujourd'hui. Celui-là traite de sujets dont on parlera encore en 2030, en 2060. Ça veut dire que vous avez de la chance d'avoir peut-être beaucoup de spectateurs en perspective. Écoutez, avec grand plaisir. C'est le mal qu'on vous souhaite. Ce film sort demain. Il s'appelle Rembrandt et c'est un tableau de notre société, si j'ose dire. Merci. Merci Pierre Schoeller. Merci à vous, Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.